Denise Soares, la peau dorée et le sang chaud d'une Brésilienne, le goût de la fête et un accent qui roule. Elle avait tout pour plaire à Sébastien, un jeune fleuriste de Grenoble avec qui elle a eu un bébé. Mais ce qu'il ne savait pas, Sébastien, c'est que Denise avait bien d'autres talents. Une force de persuasion hors du commun et une capacité extraordinaire à se sortir de toutes les situations, quitte à mentir. Quand il n'est pas rentré avec elle de vacances, Denise a porté plainte contre lui pour abandon de famille et tout le monde l'a cru contre l'évidence. Les parents de Sébastien ont mis des années à retrouver le corps de leur fils. Grenoble, le 13 avril 2005. Un couple de retraités se présente au commissariat. Marie-Thérèse et Bernard Brun viennent signaler la disparition de leur fils. Sébastien gère le magasin de fleurs de la famille. L'été dernier, il a profité de la fermeture annuelle pour partir en vacances avec sa compagne brésilienne, Denise, et leur bébé de 8 mois. Ils sont allés dans sa région à elle, près de Salvador de Bahia. Mais fin août, Sébastien n'est pas rentré. À ce moment-là, un coup de fil de Denise qui nous dit, je rentre toute seule du Brésil, Sébastien veut prolonger ses vacances. On trouve ça un peu étrange qu'ils ne rentrent pas tous ensemble, mais ça se peut que Sébastien désire prolonger ses vacances. En septembre, le magasin, c'est assez calme. Personnellement, je lui dis, il n'y a pas de problème. Il a eu une dure saison, il peut continuer ses vacances tant qu'il veut, mais il faut qu'il soit rentré fin septembre. J'ouvrais avec ma fille l'affaire, et puis tout allait bien. Les semaines passent, mais Sébastien ne rentre pas. Et à l'automne, il annonce à Denise qu'il a décidé de rester au Brésil. Il veut couper les ponts avec sa famille. On s'est dit peut-être qu'il a perdu la tête, il est bien là-bas et il veut plus revenir, il veut tout laisser. Ça arrive. On voit souvent des gens qui ont de grosses responsabilités, qui laissent tout. Impossible de raisonner Sébastien. Bernard et Marie-Thérèse n'ont plus aucun contact avec lui. C'est Denise qui fait le relais. Alors, début avril, 15 jours avant de se présenter au commissariat, les Bruns sont partis au Brésil. Denise leur avait donné la nouvelle adresse de Sébastien. Je frappe, personne ne répond, et là, ma femme frappe à côté. Une personne très aimable arrive. Nous, on a des photos de Sébastien, de Denise. La voisine nous dit, non, ce monsieur, je ne l'ai jamais vu. Par contre, elle, je l'ai vu. Mais il n'y avait pas Sébastien. Ils ont poursuivi leur route, direction Caboussou, le village de Denise, à 2 heures de là. Denise, qui fait régulièrement des allers-retours au Brésil, a confié le bébé à sa mère quelques mois plus tôt. Selon elle, Sébastien passe régulièrement voir son fils. Nous allons voir la maman de Denise, qui nous reçoit super bien, qui est très gentille, qui a notre petit-fils dans les bras. Elle dit qu'elle a vu Sébastien une fois au mois d'août, qu'elle l'a pas revu. Et là, chose étrange, elle me dit, oui, Sébastien travaille, il est à Grenoble. Ça, c'est ce que Denise a raconté à sa mère. Je me dis, là, elle nous ment pour cacher quelque chose de peut-être grave.
Marie-Thérèse et Bernard Brun sont très inquiets. Ils ont déposé une plainte là-bas à Interpol. Mais les policiers français restent prudents. Que la belle-fille mente ne rend pas cette disparition forcément inquiétante. Et puis les Bruns ont quand même mis 8 mois à s'alarmer. D'habitude, les disparitions inquiétantes de personnes sont signalées très rapidement, environ 24 voire 48 heures après la disparition. La première chose qui m'interpelle, c'est de comprendre pourquoi des parents, et d'autant plus des parents, ont pu attendre autant pour déclarer ce qu'ils estiment être une disparition inquiétante. Les semaines suivantes, les parents apportent de nouveaux éléments troublants. Denise a vendu le 4x4 et soldé une assurance vie de Sébastien en imitant sa signature. Elle est en train de dépouiller leur fils. Elle a carrément décalqué la signature de Sébastien. J'ai pris les feuilles, je les ai mis au jour, et c'est là que j'ai vu que la signature était exactement la même. Chose impossible, on ne peut pas avoir la même signature. On peut en faire trois signatures les mêmes, c'est impossible. Pour les policiers, le faux n'est pas probant, mais l'affaire est louche. Ils épluchent les comptes du fleuriste. L'argent a été encaissé sur le compte joint de Denise et Sébastien. Denise a aussi soldé la seconde assurance vie de Sébastien pour un montant de 16 000 €. En 2 mois, elle a touché plus de 50 000 €. Je me dis que dans la mesure où il y a un compte joint, la compagne a la confiance de son compagnon. Donc cet argent, ma foi, peut-être que c'est Sébastien lui-même qui lui a demandé de solder l'assurance vie. C'est totalement ouvert tant que je n'ai pas d'autre version que celle des parents. Les policiers aimeraient entendre les explications de Denise. Mais 2 mois ont passé et la Brésilienne est repartie dans son pays pour récupérer le bébé qu'elle avait confié à sa mère. Quand Denise Soares apprend que ses beaux-parents l'accusent de vol, elle saute sur le téléphone. Depuis le Brésil, elle laisse aux policiers 4 messages en 48 heures. Elle est scandalisée, elle veut rétablir la vérité. Elle indique qu'elle va écourter son voyage pour nous rencontrer au plus tôt. Elle nous dit que c'est très important, qu'elle veut nous parler, tout est pressant. Elle nous semble, je ne dirais pas apeurée, mais en tout cas avoir des déclarations très importantes à donner au service de police. Elle arrive au commissariat fin juin, son bébé dans les bras. C'est une femme qui est très séduisante, sourire aux lèvres, qui se présente à nous. Elle a l'air sûre d'elle. Et paradoxalement, très calme si je m'en réfère au message laissé sur mon répondeur. Denise Soares explique que ce sont ses beaux-parents qui mentent. Ils savent parfaitement que leur fils est installé au Brésil. C'est même pour ça qu'ils ne sont pas venus porter plainte plus tôt. En août, Sébastien a enregistré un message vidéo pour eux. Denise le leur a montré dès son retour du Brésil. Elle le donne aux policiers. Pour vous dire que je suis très bien dans mon hamac, que je n'ai pas envie de rentrer, que je ne rentrerai pas. Une petite pensée pour Sonia qui va devoir se débrouiller toute seule au magasin. Parce que là, je suis heureux, je suis dans un petit paradis qui s'appelle Imbaçaï. Hamac, cocotier, plusieurs femmes rien que pour moi. Denise n'est pas au courant, mais bon, je l'ai déjà trompé 10 fois. Et c'est la belle vie. Je suis complètement fou de ce pays. Et je ne rentrerai pas. Et puis, elle apporte d'autres preuves. Des images du terrain que Sébastien avait décidé d'acheter pour construire une maison. Parce qu'il comptait bien refaire sa vie au Brésil. À Grenoble, il avait beaucoup trop d'ennuis. Mon chéri, dans son paradis, Devant le bungalow. Devant le bungalow, des endroits qu'il a choisis
Pour Denise Soares, Sébastien Brun avait prévu de longue date de partir au Brésil pour se mettre au vert. Il avait apparemment trempé dans des affaires un petit peu louches. Elle nous apprend que Sébastien il était impliqué dans des activités frauduleuses qu'il avait organisées au niveau du magasin, au niveau de l'entreprise familiale. Elle nous parle plus ou moins d'un trafic de cartes bancaires avec à la clé du blanchiment d'argent. Elle raconte aussi que Sébastien était racketté. Chaque mois, il versait de grosses sommes à des inconnus. Là encore, elle en a la preuve. Le cahier de finances secret de Sébastien. On y lit plusieurs fois « Black » ou « Dettes extérieures ». À l'automne dernier, explique-t-elle, les mafieux ont tenté plusieurs fois de joindre Sébastien. Elle nous dit c'est des gens qui veulent savoir où est Sébastien, qui disent que Sébastien leur doit de l'argent, donc le lien est fait pour elle assez rapidement. Les parents de Sébastien sont parfaitement au courant de ces trafics. Ils sont dans la combine d'ailleurs. Ils ont même eu un gros redressement fiscal. Non. S'ils l'accusent aujourd'hui, c'est parce qu'ils veulent récupérer la garde de leur petit-fils. Ce sont des gens qui l'ont parfois menacé, et menacé encore dernièrement, puisque quelques jours avant l'audition, elle dit qu'ils l'ont menacé alors qu'elle les rencontre de façon opportune à Villard-de-Lans. Madame Brun lui dit qu'elle va récupérer son petit-fils, et Monsieur Brun lui dit que de toute façon, jamais on croira ce qu'elle va raconter, et que c'est elle qui va aller en prison. Denise fait un portrait très dur de Sébastien. Il la maltraitait. C'était un égoïste, un flambeur. Au Brésil, il étalait son argent. À la fin de l'été, il l'appelait encore régulièrement pour prendre des nouvelles du petit. Mais depuis 5 mois, c'est silence radio. Elle s'effondre, elle pleure beaucoup. Elle finit par reconnaître l'escroquerie, les faux en écriture, qu'elle justifie par le fait que non seulement elle est abandonnée de Sébastien avec ses 2 enfants, donc elle n'a plus rien pour vivre, que Sébastien lui-même l'a abandonnée, mais que la famille de Sébastien, alors même qu'elle était employée dans l'entreprise familiale, l'a licenciée. Donc se retrouvant totalement démunie, elle a utilisé cet argent pour survivre. On la sent sincère. Elle est convaincante. La balance penche maintenant du côté de Denise. S'il y a une victime dans cette affaire, c'est elle. Par ailleurs, elle a déjà déposé 2 mains courantes pour abandon de famille. La première remonte à 5 mois. Elle avait peur qu'ils n'emmènent leur bébé au Brésil. Et elle vient d'écrire au procureur pour porter plainte contre Sébastien. Marie-Laure Mas, vous êtes la juge d'instruction chargée de ce dossier. Une information judiciaire pour recherche des causes de disparition est ouverte et vous êtes confrontée en fait à 2 versions, celle des parents et celle de Denise Soares. Laquelle vous paraît la plus crédible ? Je ne privilégie aucune des 2 hypothèses. Peut-être que ce que dit Denise est vrai, peut-être que l'inquiétude des parents de Sébastien est fondée. Donc c'est à partir de là que... En effet, il y a du racket à Grenoble, il y a de la mafia... Tout à fait. Les déclarations de Denise Soares sur l'implication de son compagnon dans un réseau de criminalité organisée avec du trafic de cartes bancaires peuvent se tenir. Quelles sont les premières investigations que vous diligentez ? Alors à ce moment-là, je saisis la sûreté départementale et je leur demande notamment de vérifier par le biais de réquisitions téléphoniques, de vérifier si, ainsi que l'a déclaré Denise Soares, Sébastien lui a téléphoné tous les dimanches d'août 2004 à mars 2005. Et je demande également qu'on vérifie l'existence de ces éventuels créanciers dont Denise Soares parle. Et que donnent ces investigations ?
Il n'y a eu aucun appel sur les divers téléphones de Denise Soares en provenance du Brésil, contrairement à ce qu'elle a pu dire. Il n'y a pas d'appel non plus de créanciers éventuels qui feraient du chantage auprès de Sébastien Brun. Donc sur cette période-là, il n'y en a pas. Et vous faites examiner aussi, je crois, les comptes bancaires de Sébastien Brun. Tout à fait. On se rend compte à ce moment-là qu'au moment de son départ au Brésil, il y a environ 50 000 euros, je crois, sur ses comptes bancaires. On n'a pas de dépenses importantes et on n'a pas non plus de retrait important d'argent qui pourrait justifier que Sébastien ait voulu effectivement quitter sa vie en France et en refaire une autre au Brésil. La PJ de Grenoble est saisie. Les policiers commencent par examiner l'hypothèse du départ volontaire. Ils doivent vérifier si le jeune fleuriste avait bien des raisons de partir et s'il avait planifié de tout quitter. Sébastien a 31 ans. Il a repris le magasin de fleurs de ses parents avec sa sœur, Sonia. Et depuis 2 ans, c'est lui le patron. Et l'affaire marche bien. Sébastien Brun est un garçon qui aime son travail. C'est rapporté de manière unanime par ses employés, par ses amis. C'est quelqu'un qui s'investit dans son commerce et qui, on peut le dire, semble passionné par ce qu'il fait. Pour tout son entourage, Sébastien est parti en vacances et il avait bien l'intention de rentrer fin août. Le premier des éléments qui nous laisse penser que Sébastien avait prévu un retour, c'est qu'il a acheté des billets d'avion aller et retour, justement. La deuxième chose, on a trouvé une liste de tâches à faire en rentrant de voyage qui montrait bien qu'il avait prévu pas mal de choses dès son retour sur Grenoble. Sébastien avait plein de projets pour sa société. Il avait envie d'avoir un petit kiosque de fleurs au centre de Grenoble. Il avait vu avec son banquier. D'ailleurs, il lui écrit en lui disant bien, à la rentrée, on se voit. Pour s'entendre, il avait fait les démarches auprès de la mairie. Tout était fait pour que ça marche. Les policiers enquêtent aussi sur les liens présumés de Sébastien avec la mafia. Mais contrairement à ce que leur a dit Denise, ils ne trouvent aucun trafic, pas de redressement fiscal non plus. C'est une affaire saine. Force est de constater que nous n'avons rien trouvé et que cette thèse d'ennui, de pression, de raquette, de malversation en tout genre a été totalement et rapidement écartée par les investigations qui ont été menées. On envisage également qu'il s'agisse là d'une manipulation ou d'un mensonge supplémentaire de Denise Soares pour tenter de porter le discrédit sur sa belle famille et sur ce commerce. Si Sébastien n'avait aucune raison de se mettre au vert, pourquoi Denise ment-elle? Que cherche-t-elle à cacher? Denise et Sébastien vivent ensemble depuis près de 6 ans et ils ont un bébé. Par ailleurs, elle a la garde alternée de sa fille aînée, une petite de 8 ans, née d'un premier mariage. Pas d'amant connu. Lui, en revanche, semble assez volage. Manifestement, c'est aussi quelqu'un qui a pour habitude de jongler en permanence avec une ou plusieurs maîtresses. Trait de caractère qui est d'ailleurs connu de son environnement, de ses amis, de ses parents, mais de manière un petit peu plus surprenante, qui semble aussi connu de Denise Soares elle-même. Des liaisons, certes. Mais les policiers ne trouvent aucune maîtresse pour laquelle Sébastien aurait pu tout quitter, non seulement Denise, mais aussi son bébé, son travail, sa famille. Tous les 2 jours, il nous téléphonait à peu près. Le dimanche, après son travail, avec Denise, il montait nous voir, Sonia aussi, notre gendre, on était quand même toujours en famille. Il avait son fils, il était heureux avec cet enfant. Il l'aurait jamais laissé. Jamais. Philippe Kélengian, vous étiez le meilleur ami de Sébastien. Vous vous voyez très souvent à Grenoble. C'était pas un solitaire en fait, Sébastien, hein?
Non, il aimait bien être toujours avec ses amis, avec sa famille. Nous, on se voyait 2-3 fois par semaine, minimum. C'était quelqu'un qui était en permanence entouré. Et vous avez parlé, j'imagine, de ce voyage au Brésil. C'était ses vacances annuelles de fin de saison pour un fleuriste avant de reprendre en septembre, quoi. Et comme la famille de Sébastien, vous avez eu du mal à croire à ce départ volontaire. Le problème, c'est qu'au bout d'un mois, quand le magasin est ouvert par sa sœur et que lui, toujours pas de retour, il y a un vrai problème, quoi. Parce que c'est son magasin et que pour lui, il n'était pas concevable de pas revenir s'occuper de ses affaires. Et ça ne correspondait pas à sa personnalité, en fait, c'est ça? Ah non. Sébastien, c'est toujours... c'est calculé, quoi. C'est programmé, on fait bien les choses, on note tout, ce que je vais faire dans une semaine, dans un mois, tout lâcher comme ça du jour au lendemain, et puis sans en informer les gens, ça correspondait pas à Sébastien, quoi. Je suis allé sur sa boîte messagerie parce qu'on avait l'habitude de pouvoir les utiliser chacun, et il n'y avait eu aucun mouvement depuis son départ, en fait. Moi, je lui avais envoyé un mail au mois d'août, et celui-ci n'avait même pas été ouvert. Au fur et à mesure de leur enquête, les policiers comprennent mieux l'inquiétude des parents, mais aussi leur passivité pendant 8 mois. En fait, ils ont été manipulés par leur propre belle-fille, qui semble parfaitement convaincante. Denise Soares a largement profité de la confiance de ses beaux-parents. Pour nous, elle est rentrée dans notre famille, elle était acceptée comme notre fille. En plus, c'était un couple qui avait l'air de bien s'entendre. Elle nous a donné un beau petit-fils. En plus, elle n'avait pas de famille à Grenoble. Elle avait des amis, mais elle n'avait pas de famille. Moi, j'avais beaucoup d'affection pour elle. On avait beaucoup d'amour pour elle, et elle nous le rendait bien. Elle ne savait pas quoi faire pour nous faire plaisir. Les fêtes, les anniversaires, tout était prétexte à des échanges très affectueux. Les relevés téléphoniques sont formels. Denise n'a jamais parlé à Sébastien depuis qu'elle est rentrée en France fin août. Pourtant, elle a fait croire le contraire à ses beaux-parents, et facilement. Pendant des mois, elle leur a fait croire qu'elle venait de lui parler. Elle offrait un cadeau et elle disait que c'était de la part de Sébastien. Nous, on est contents. On est contents, on dit, Sébastien a pensé à nous, a pensé à son petit-neveu, a pensé à son fils. Denise est même allée jusqu'à simuler un appel de Sébastien devant sa sœur et une employée du magasin. Je n'ai pas forcément écouté ce qu'elle était en train de dire, mais je me rappelle juste à la fin, c'est vraiment quelque chose qui m'a marquée. Elle a dit « Mais Sébastien, mais pourquoi tu me fais ça ?» Et puis elle s'est jetée par terre. À ce moment-là, Sonia arrive, la prend avec elle, elles vont s'enfermer dans la chambre froide. Et donc apparemment, moi ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que Sébastien l'a quitté, quoi. C'était tellement intense en émotion, enfin elle s'est mise à pleurer, c'était... Ouais, on comprenait que c'était un désastre ce qui arrivait, quoi. C'était une catastrophe. En réalité, c'est Lisa qui a décroché avant de passer le téléphone à Denise. Et elle est catégorique. Ce n'est pas Sébastien qui était au bout du fil. C'était un homme avec un très fort accent sud-américain. C'était absolument pas Sébastien. Mais sur le coup, la famille a marché. Et Denise a trouvé des prétextes de plus en plus gros pour justifier le silence de Sébastien. Il aurait le sida et trop honte pour en parler. Il tremperait dans toutes sortes de trafics. Un jour, elle me donne un fusil de chasse. Et là-dessus, bien sûr, elle dit, avec le trafic d'armes qu'il faisait, je fais comment Sébastien faisait du trafic d'armes? Elle me dit oui.
Mais je lui dis, mais il les met où les armes? Comment fait-il? Oh ben il les met dans la maison et il les cache derrière une armoire. Puis écoute, on va prendre tout de suite ces armes et les rendre à la police, et les amener à la police. Faut pas garder des armes comme ça cachées derrière cette armoire. Elle me dit, oh non, non, te tracasse pas, les armes je les ai prises et je les ai jetées à l'Isère. Elle avait toujours, elle rebondissait tout le temps. Vous savez, c'est tellement bien fait que vous arrivez à croire. C'est quelque chose de bizarre, mais on est pris dans cette espèce d'engrenage. Denise, elle a cette faculté de nous raconter des histoires, et puis peut-être aussi qu'à quelque part, on a envie d'y croire aussi à ces histoires. On a peut-être envie aussi de penser que Sébastien, peut-être, que oui, il est malade, mais que à quelque part, il reviendra, ou voilà. On a envie de croire ça. Les parents gobent tout, le sida, les trafics. Mais tout ça les inquiète. Ils pressent Denise de partir avec eux au Brésil. Parce qu'on dépendait d'elle. Dites-vous bien qu'on ne connaît pas la langue, on ne connaît pas le pays. Nous dépendions complètement d'elle. Donc on attendait le moment précis où elle serait d'accord pour qu'on parte ensemble. Mais Denise commence à prendre ses distances. Elle se met systématiquement en arrêt maladie depuis que le magasin ne lui verse plus le salaire de Sébastien. En février, les parents découvrent que Denise est repartie au Brésil sans eux, en cachette. Peu de temps après, ils reçoivent des cartes postales de Sébastien. La carte postale est écrite par Sébastien et l'enveloppe est écrite par Denise. On reconnaît bien son écriture et elle envoie tout ça au magasin, alors que Sébastien, depuis l'âge de 8 ans, il nous envoie des cartes postales là où on habite, à Saint-Pierre. Il n'envoie jamais des cartes postales au magasin. Denise a probablement conservé ces cartes pour les poster au cours de son voyage en février. Les parents décident de partir au Brésil et découvrent le poteau rose. Sébastien a disparu. Denise vole son argent. Elle leur ment depuis 8 mois. Elle était absolument envoûtante pour eux. Je crois que c'est une femme qui, tant qu'on est dans son discours, sous son emprise, on est incapable d'avoir la moindre clairvoyance. Finalement, les parents bruns, ils vont pouvoir poser les pieds par terre et se dire c'est pas normal du tout qu'il nous ait donné de nouvelles à partir du moment où ils n'ont plus de contact avec Denise Soares. Tant qu'elle est en contact avec eux, ils sont complètement ensevelis sous ces mensonges. Monsieur Kelenjian, vous aussi, Denise Soares vous a fait marcher pendant longtemps. Oui. Elle connaît très bien Sébastien, donc tout ce qu'elle raconte correspond un peu à sa vie, à des rumeurs ou à des choses comme ça. Donc, dans l'absolu, vous pouvez toujours vous dire il y a une infime possibilité que ça soit vrai. Et à chaque fois, elle vous apporte un petit peu des éléments qui vous mettent le doute, et on se pose toujours la question. Même Elle a un aplomb incroyable, c'est ça? Ah oui, incroyable, oui. Vous avez même de la peine pour elle, quoi, parce que vous vous dites, mince. Mais d'un autre côté, vous n'arrivez toujours pas à croire et à comprendre pourquoi il ne donne pas de nouvelles, quoi, malgré tout ça. Elle a fini par vous raconter quoi? Après, elle m'a raconté qu'il était rentré en France, sans donner de nouvelles, avec une compagne vénézuélienne qu'il avait rejoint au Brésil. Et qu'elle est revenue, elle a rencontré Denise et lui a rendu, comme preuve comme quoi elle était avec Sébastien, sa chaîne de cou. Donc elle se dit, on va essayer de rencontrer cette jeune femme qui habite sur Grenoble. Et elle nous dit qu'elle n'a jamais rencontré Denise récemment et que la dernière fois qu'elle a vu Sébastien, c'était au mois de juillet. Donc là, c'est la stupeur. On se dit, bon ben voilà, là, c'est le moment qui a déclenché nos certitudes sur le fait qu'il était arrivé quelque chose de grave à Sébastien et que Denise en savait plus qu'elle ne voulait le dire, quoi. La police vous a montré la vidéo du hamac. Oui. Qu'en avez-vous pensé? C'est une farce.
C'est une farce parce que c'est elle qui filme, elle est impassible alors qu'elle entend que il l'a déjà trompée des dizaines de fois. Enfin, ça correspond pas ni dans le discours de Sébastien, ni dans la réaction de Denise qui filme tranquillement sans réaction, quoi. Denise ment, elle cache des choses à ses beaux-parents, aux amis de Sébastien et à la police. Comme s'il était arrivé quelque chose de grave à son compagnon et qu'elle le savait. C'est en tout cas ce que les policiers finissent par se dire et ils la placent sur écoute. Au téléphone, la Brésilienne continue de mentir allègrement. À tout le monde. Mais elle ne lâche aucun indice. Denise Suarez ne parle jamais de Sébastien Brun lors des conversations qu'elle a avec ses différents interlocuteurs. Elle ne parle pas de l'enquête en cours, elle n'essaie pas de savoir si les choses progressent. Il n'y a aucune référence à son compagnon qui a pourtant disparu un peu plus d'1 an auparavant au Brésil et au sujet duquel elle dit ne rien savoir. C'est quelqu'un qu'elle semble avoir totalement occulté de sa vie, de sa mémoire. Denise vivait pourtant une histoire passionnelle avec Sébastien. Elle avait 4 ans de plus que lui et à 35 ans, elle voulait se poser. Elle disait toujours que c'était l'homme de sa vie, qu'elle était très heureuse avec lui. Denise pensait se marier avec Sébastien. Mais Sébastien, c'était encore quelqu'un de très charmeur. Elle l'aimait vraiment beaucoup. C'est un homme qu'elle aime, elle pense des choses réciproques, mais très vite elle va être insécurisée par le comportement de Sébastien Brun, dont tout le monde s'accorde à dire qu'il était extrêmement volage, relations multiples, alors qu'elle est en attente de quelque chose qui précisément doit la rassurer et la sécuriser. Denise souffrait des incartades de Sébastien et elle n'hésitait pas à donner la chasse à ses rivales. Certaines de ces jeunes femmes vont nous expliquer avoir vu Denise Suarez passer au bas de leur domicile de manière ostensible à bord de son véhicule, musique à fond. D'autres vont rapporter des propos téléphoniques pratiquement menaçants qu'elle a eus à leur rencontre. Donc c'est quelqu'un qui veut montrer que ce qui lui appartient n'appartient qu'à elle et qu'elle ne partage pas. Le couple se disputait souvent. Pendant sa grossesse, Denise était encore plus jalouse. Erly se souvient d'une soirée où Denise a tout fait pour retenir Sébastien près d'elle. Il y avait une Brésilienne très belle et Sébastien a commencé à lui parler en anglais. Denise ne comprenait pas cette langue. Elle était dans tous ses états, tout le temps à couper la conversation, à se mettre entre les deux, à répéter « c'est moi ta copine, c'est moi ». On est sortis ensuite, mais Denise l'a appelé. Elle lui a demandé de revenir parce qu'elle avait des contractions. Comme elle était enceinte, il est rentré, il n'est plus venu faire la fête. Quand je suis venue à Grenoble, elle s'est aussi montrée jalouse de moi. Nous sommes allés à la boulangerie avec Sébastien. Et quand on est revenu, elle nous a fait une crise. Une crise parce qu'on était tous les deux seuls à la boulangerie. La jalousie de Denise n'avait pas de limite. Un matin, Sébastien arrive au magasin, complètement flagada, il se tenait à peine sur ses jambes. C'est à ce moment-là qu'il nous a raconté qu'il avait voulu sortir le soir et elle n'avait pas voulu. Elle avait mis des choses dans son verre sans qu'il s'en rende compte. Elle l'a même resservi plusieurs fois et ça l'avait endormi pour toute la soirée, quoi. Il était encore dans les vapes le lendemain. D'un côté, il le prenait pas trop au sérieux, mais dans un sens, je pense que cette expérience-là l'avait un peu inquiété. Des somnifères dans le verre de Sébastien. Et si Denise avait rejoué cette scène au Brésil en forçant un peu trop sur les doses?
Les policiers s'intéressent d'autant plus à cette hypothèse qu'un nouveau témoignage apporte de l'eau à leur moulin. Plusieurs mois après la disparition de Sébastien, Denise a fréquenté un homme marié, Steve. Il raconte aux policiers comment l'aventure a tourné au cauchemar. Je connaissais Denise depuis longtemps. On faisait partie de la même bande d'amis. Mais c'est quand Sébastien n'est pas revenu du Brésil, on s'est rapprochés jusqu'à devenir amants. Steve voulait divorcer pour Denise, mais il a changé d'avis et il l'a appelée pour lui annoncer qu'il la quittait. Elle m'a crié dessus et elle m'a raccroché au nez. Elle m'a dit qu'elle allait me pourrir la vie. 10-15 minutes plus tard, elle m'a rappelé pour proposer qu'on aille manger ensemble à midi. Elle a insisté un peu pour manger dans l'appartement. Denise apporte de quoi préparer 2 assiettes de salade. J'ai remarqué, pendant qu'elle préparait les salades, qu'elle mettait la sauce sur une des salades, une des assiettes, et elle est allée rincer le bol. Elle a préparé une sauce une nouvelle fois pour la 2e salade. On a commencé à manger et je me souviens de plus rien. Denise a drogué Steve. Elle a ensuite volé ses affaires et appelé sa femme. Elle lui a donné rendez-vous en ville pour l'agresser, l'insulter. Elle a même retenu la portière de sa voiture. La femme de Steve a réussi à prendre la fuite, très choquée. Et elle va nous indiquer également avoir été suivie par Denise Soares, qui continue ses manœuvres d'intimidation. Donc c'est une jeune femme qui est terrorisée par cette rencontre qu'elle a avec Denise Soares. Steve, lui, a été hospitalisé, mais n'a pas porté plainte par peur de représailles. La juge qui enquête sur la disparition de Sébastien récupère le dossier médical. L'expertise révèle que Steve a été drogué avec des anxiolytiques. Une information judiciaire est ouverte pour administration de substances nuisibles. Marie-Laure Mas, pensez-vous que Denise Soares ait pu faire la même chose à Sébastien que ce qu'elle a fait à Steve, à savoir l'empoisonner? C'est possible, c'est possible. Sébastien c'est voulait... possible, et surtout à ce moment-là, c'est vrai que ça nous donne quand même, malgré tout, ça nous montre un aspect de la personnalité de Denise Soares que jusque-là trouble, et que jusque-là on ignorait. Avez-vous eu des informations selon lesquelles Sébastien aurait voulu quitter Denise Soares? Oui, c'est ressorti. Sébastien Brun avait beaucoup d'amis, des amis proches auxquels il se confiait. Et ces amis-là ont expliqué, nous ont expliqué que Sébastien a eu, à un moment ou à un autre, l'idée et l'envie de quitter Denise, et qu'il s'est confié à ses amis sur cette idée-là. Avec ces nouveaux éléments, le parquet donc décide d'ouvrir cette fois une information pour homicide volontaire. En fait, vous n'avez plus vraiment de doute. On n'a effectivement plus de doute sur le fait qu'il est arrivé quelque chose de grave au Brésil, à Sébastien Brun. Quelque chose... à ce moment-là, on ne sait pas encore vraiment si Denise Soares est impliquée dans cette disparition. En tout cas, on est sûr qu'elle a des éléments, qu'elle connaît des éléments sur cette disparition et qu'elle souhaite nous cacher ces éléments-là. Les policiers attendent donc septembre 2006, plus de 2 ans après la disparition de Sébastien, pour placer Denise Soares en garde à vue. Les policiers commencent par le cas de Steve. Très vite, Denise Soares reconnaît qu'elle l'a intoxiqué, mais c'était un accident. À l'époque, elle prenait 3 comprimés de Lexomil qu'elle pilait dans sa salade. Steve a mangé son assiette par erreur. La ficelle est un peu grosse. Cette version accidentelle ne correspond pas du tout à la réalité. Elle dit avoir donné accidentellement une dose normale d'antidépresseurs à son amant. Et en réalité, on va se rendre compte que
Ce dernier va se trouver plongé dans un coma durant près de 48 heures. Ce n'est pas crédible, mais Denise Soares a reconnu au moins le délit. En revanche, elle ne lâche rien sur la disparition de Sébastien. La dernière fois qu'elle l'a vu, c'était à Caboussou, 2 jours avant qu'elle ne rentre en France. Elle répète qu'il voulait refaire sa vie au Brésil. Elle nous indique que Sébastien Brun a pris sa voiture, puisqu'elle nous explique à ce moment-là qu'ils avaient chacun un véhicule de location, a pris sa voiture, a quitté le village de Caboussou où il se trouvait le 17 août 2004 pour rejoindre Salvador. Et Denise Soares va profiter de cette absence de Sébastien Brun pour quasiment fuir son pays d'origine et regagner la France. Cette fois, Denise admet qu'elle n'a plus de nouvelles de Sébastien depuis ce moment-là. Elle a menti jusqu'à présent à la demande des parents bruns pour cacher les activités illégales de leur fils. Elle répète ça pendant 48 heures. Les policiers connaissent la chanson. En garde à vue, Denise Soares reste Denise Soares, sûre d'elle-même et convaincante. Elle se défend bec et ongles et en tout cas on comprend qu'elle a décidé d'aller jusqu'au bout de ses mensonges. Marie-Laure Masse, vous interrogez Denise Soares à l'issue de sa garde à vue. Elle reconnaît les escroqueries à l'assurance. Et qu'a-t-elle fait de l'argent ? Elle explique que l'argent, elle l'a dépensé dans des dépenses de la vie quotidienne, un petit peu, voilà, des dépenses de la vie quotidienne. Elle explique qu'elle a également loué une maison au Brésil, qu'elle a meublé cette maison, et elle continue à expliquer que oui, que c'était un petit peu parce que Sébastien l'avait abandonnée et qu'elle souhaitait vivre un petit peu sur son argent. Vous la mettez en examen pourquoi alors ? Je la mets en examen donc pour les faux, les escroqueries et pour l'administration de substances nuisibles avec préméditation dont Steve a été victime. Donc pas pour homicide dans le dossier de Sébastien Brun ? Tout à fait. Je ne la mets pas en examen pour ces faits d'homicide parce que je n'ai pas, comme l'indique la loi, les indices graves ou concordants me laissant présumer qu'elle a participé à ces faits d'homicide. Elle est placée en détention provisoire ? Elle est placée en détention provisoire, effectivement. Je mets en avant le risque de fuite. Denise Soares est brésilienne, le risque de fuite donc dans son pays, les risques de pression sur les témoins, les risques de concertation éventuelle avec des complices, des co-auteurs. Vous décidez vous-même de vous rendre au Brésil. Qu'espérez-vous y trouver ? Alors, à ce stade-là de l'enquête, il apparaît primordial de mener des investigations précises sur le territoire brésilien pour retracer l'emploi du temps donc du couple Denise Soares-Sébastien Brun pendant ce mois d'août 2004, pour retracer également de façon précise les derniers instants où on sait que Sébastien Brun a été vivant, pour entendre de ce fait des témoins là-bas. Il y a beaucoup d'éléments à vérifier sur le territoire brésilien. À Salvador de Bahia, la juge et le commandant Giraud sont épaulés par des policiers brésiliens fédéraux. Leur mission doit durer 10 jours et la collaboration fonctionne tout de suite. On nous avait dépeint une police brésilienne corrompue, peu enclin au modernisme, et nous avons découvert tout l'inverse. Une police qui quelque part ressemble un petit peu à l'image qu'on peut avoir du FBI américain. Ces policiers brésiliens se sont montrés très compétents et surtout, ils ont pris très au sérieux cette affaire. Qu'est-il arrivé à Sébastien Brun ? Les policiers français et brésiliens font et refont le tour de la ville avec sa photo. Ils la diffusent même dans la presse. Quand un étranger arrive à Salvador, il attire beaucoup l'attention, ne serait-ce que parce que son physique est très différent des gens d'ici. C'est courant dans la région que les gens commentent « Ah, regarde, il y a un gringo qui est arrivé, il y a un nouveau gringo qui habite là ». Donc on s'est dit que si Sébastien s'était installé ici, il aurait obligatoirement été repéré. Mais tout ça ne donne rien.
Malgré la taille importante de la ville de Salvador, 2 millions d'habitants je crois, personne n'a jamais signalé sa présence ou relevé sa trace dans ce pays. Reste à interroger les habitants du village de Denise. C'est là que Sébastien a passé le plus de temps. Le village de Caboussou, c'est un village au bord de la mer, qui vit de la pêche de poissons et de fruits de mer. Les vrais habitants de Caboussou mènent une vie très simple. Sébastien n'est pas passé inaperçu ici. Il ne parlait pas portugais et dépendait de Denise pour se faire comprendre. Ils étaient donc toujours ensemble. Et le couple n'avait qu'une seule voiture de location. La version de Denise est donc fausse. Sébastien n'a pas pu partir seul. Le mode de locomotion le plus habituellement utilisé dans le village de Caboussou, c'est la traction animale. Donc un véhicule automobile ne passe de toute façon pas inaperçu. Les policiers vérifient l'emploi du temps du couple. Le dernier signe de vie de Sébastien remonte au 17 août, la date de la vidéo. À Imbassay, il retrouve l'hôtel où elle a été tournée. Le registre confirme que Denise et Sébastien y ont passé la nuit avant de quitter l'hôtel le lendemain matin vers 9h30. En fin d'après-midi, vers 18h, ils se sont arrêtés chez une amie de Denise. Iracema connaissait déjà Sébastien. Il m'appelait maman. Il me disait qu'en français, ça veut dire ma chérie, mon amour, quelque chose comme ça. C'était vraiment une chouette personne. Les 2 fois où il est venu au Brésil, il est passé me voir. Ce soir du 17 août, Iracema a trouvé Denise très nerveuse. Elle m'a dit, regarde, je laisse Sébastien ici et je vais vite à la pharmacie. Mais surtout, ne le laisse pas sortir d'ici. Surtout qu'il ne me suive pas. Mais de toute façon, Sébastien n'était pas capable de la suivre. Il avait un comportement bizarre. D'habitude, il arrivait avec le sourire, il blaguait. Et là, il n'a pas décroché un mot. Denise devait le soutenir par le bras. Il est resté sans bouger là où elle l'avait laissé assis. Il était tout raide, avec le regard fixe, les yeux grands ouverts, comme s'il était terrifié. Quand elle est rentrée, elle l'a repris par le bras, elle l'a mis dans la voiture. Elle avait un sac transparent à la main avec une petite fiole dedans. Et si Denise avait drogué Sébastien? La question de l'empoisonnement ressurgit. Ce témoignage de Iracema fait écho de manière parfaite aux différents témoignages que nous avons recueillis de la part de ses proches, qui nous le décrivent comme peut-être drogué, en tout cas pas dans son état normal, lorsqu'il se trouve le 17 août au matin dans le hamac à Imbassay. C'est cette nuit-là que Sébastien a disparu. Le lendemain matin, Denise s'est présentée sans lui dans un autre hôtel. Elle est donc la dernière personne à l'avoir vu vivant. Madame la juge, à votre retour du Brésil, vous entendez Denise Soares et vous lui présentez les éléments que vous avez recueillis là-bas. Et que vous dit-elle? À ce moment-là, elle change de version. Ce jour-là, ils étaient tous les deux à Caboussou, le village de sa maman. Ils se sont disputés. Lui est sorti, il est parti dans le village vers 19h le soir. Puis il est rentré vers 3h du matin, c'est ce qu'elle raconte. Il n'était pas dans son état normal et c'est à ce moment-là qu'il aurait annoncé à Denise Soares qu'il souhaitait la quitter et rester au Brésil. Et que pensez-vous de cette nouvelle version? Pour moi, cette version-là n'est pas crédible, même si au milieu de tous ces mensonges qu'elle peut dire, il y a peut-être toujours une petite part de vérité dont on peut se saisir. Mais en tout cas, cette version-là, non, ne correspond pas aux éléments que l'on a dans notre dossier à ce moment-là. Que décidez-vous alors? Là, à ce moment-là, effectivement, je considère que j'ai les indices graves ou concordants me permettant de mettre Denise Soares en examen pour homicide volontaire de Sébastien Brun. Fait qu'elle conteste, bien sûr.
Mais quel serait son intérêt? Pourquoi aurait-elle tué son compagnon? Ça peut être pour obtenir l'argent de Sébastien, qu'elle a obtenu d'ailleurs en vidant les comptes, en vendant son véhicule. Ça peut être aussi parce qu'elle n'a pas supporté l'abandon, la séparation d'avec Sébastien Brun. À son retour du Brésil en août 2004, début septembre 2004, Denis Soares appelle plusieurs maîtresses connues de Sébastien Brun et à l'audition de ces femmes, on a le sentiment qu'à ce moment-là, Denis Soares cherche à savoir pour laquelle de ces femmes-là, Sébastien a souhaité la quitter. Joël Vernet, vous êtes l'un des avocats de Denis Soares. Vous êtes même, je crois, son premier avocat, celle qui le suit depuis le départ. Quand elle est accusée d'homicide volontaire, vous bondissez. C'est vrai que ça m'a choquée parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'éléments. On sentait bien qu'il y avait un mystère, qu'elle ne disait jamais la vérité. On sentait qu'il y avait quelque chose, mais je ne l'imagine pas une seconde capable de donner la mort volontairement à Sébastien, qui est le père de son fils, et qui était pour elle, qui vient des favelas, d'un pays très pauvre, c'était un peu la poule aux œufs d'or, donc elle n'avait pas de raison, pas de mobile de le tuer. Selon vous, donc, cette détention provisoire est arbitraire? Arbitraire, c'est pas le mot, mais elle n'est pas justifiée. Il n'y a pas d'indice grave et concordant d'une participation à l'homicide de Sébastien. Vous demandez donc à plusieurs reprises sa libération et vous finissez par l'obtenir. Oui, mais je n'étais pas la seule, puisque 2 juges des libertés de la détention avaient déjà ordonné sa mise en liberté préalablement, ce qui montre que les magistrats étaient divisés. On sentait bien déjà que ça posait un problème de maintenir en détention, avec aussi peu d'éléments à charge, cette jeune mère de famille. Elle est donc remise en liberté en septembre 2007. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en va? Elle reste? Alors pas du tout, justement. Elle reste, elle récupère ses 2 enfants. C'est très important pour elle, parce que c'est une excellente mère. Ça, je crois que même les adversaires en conviennent. Elle récupère ses enfants, elle reprend son travail, elle mène une vie tout à fait normale. D'ailleurs, elle aurait pu s'enfuir aussi pendant les 2 années entre 2004, date de la disparition, et 2006, où elle est allée plusieurs fois au Brésil. Si elle est l'auteur de cet homicide, elle n'avait pas de raison de revenir en France. Or, chaque fois, elle revient. Voilà les éléments qui militent pour sa mise en liberté. Trois ans après la disparition de Sébastien Brun, c'est toujours le bras de fer entre la brésilienne et la justice française. Denis Soares reste mise en examen pour meurtre, mais les preuves manquent. Si elle a tué Sébastien, l'a-t-elle fait seule? Comment? Où? Pourquoi? Aucune de ces questions n'a encore trouvé de réponse. C'est la persévérance des parents qui finit par porter ses fruits. En juin 2007, les parents de Sébastien Brun décident de jouer leur va-tout. On voyait que ça traînait en longueur. Ayant passé un séjour là-bas, voyant la pauvreté du pays, nous nous sommes dit il faudrait verser une somme. Peut-être que ça déclencherait quelque chose. Avocats, policiers étaient contre. Ça ne se fait pas en France. Mais vous savez, quand c'est votre enfant... On fait une lettre au consul et dans cette lettre, on dit qu'on donne une récompense de 20 000 € à toute personne qui nous apportera des éléments pour nous amener à notre fils, mort ou vivant. 20 000 €. Au Brésil, c'est l'équivalent de 40 mois de salaire. Le consulat ne relaye pas l'offre des parents, mais elle fuite. Et ça marche. En avril 2008, près d'1 an plus tard, un homme se présente au commissariat sous couvert d'anonymat. Il sait des choses. Sébastien a été assassiné. C'est Denise qui l'a tué, avec l'aide de son frère Messias et de son demi-frère Almir. Ce témoignage donne un sérieux coup d'accélérateur à l'enquête. La juge et le policier français reviennent au Brésil
et convoque le petit frère de Denise au commissariat. Messias était déjà connu des services de police du coin. Il avait fait un peu de prison, il avait participé à un vol dans une résidence secondaire et il était apparu comme usager dans un petit trafic de drogue. Les villageois le disaient un peu violent, dangereux. Pendant ce temps-là, au village, les policiers interrogent le meilleur ami de Messias, Claudio. C'est lui qui aurait tout raconté aux témoins anonymes. Au début, Claudio prétend qu'il ne sait rien de toute cette histoire. Mais les heures passent et il finit par soulager sa conscience, comme on dit. Il a mis comme condition le fait que nous l'emmenions avec nous à Salvador de Bahia et que nous le sortions en quelque sorte de ce village de Caboussou où il indiquait ne plus être en sécurité à partir du moment où il acceptait de collaborer à notre enquête. Les policiers acceptent. On roulait vers Salvador et on est passé devant une petite route. Claudio nous a dit « Tournez là, je vais vous montrer l'endroit ». Claudio les conduit à 500 mètres de là, dans une carrière de sable, à l'entrée de Caboussou. Ici, c'est l'endroit où Messias et moi, on venait chercher du sable. Et comme le sable a commencé à se faire rare, j'ai voulu en prendre en face, et Messias ne voulait pas. C'est à partir de ce moment-là qu'il a fini par m'avouer qu'il y avait en fait un corps enterré ici. Comme Messias avait peur qu'on retrouve ce corps, il avait mis une dalle dessus. Les policiers sortent tout de suite les pelles. Au bout de 5 minutes, ils tombent sur des ossements humains. Le corps de Sébastien. Le squelette présente des fractures au visage et un trou de 2 cm à l'arrière du crâne. On ne s'attendait pas à trouver le corps à cet endroit, aussi près de la maison de Denise. C'était une grande surprise pour nous. Les policiers préviennent tout de suite les parents de Sébastien. C'est mon mari qui prend l'appareil et je suis à côté de mon mari. Et il nous dit qu'ils ont retrouvé le corps de Sébastien. Et à ce moment-là, on sait que Sébastien est mort. Juste à ce moment-là. À ce moment-là, on le sait. Mais jusqu'à là, eh ben, on ne veut pas croire. Ce qui n'est pas croyable. On n'aurait pu jamais le retrouver. C'est au Brésil, c'est loin, c'est dans un pays étranger. Et là, c'est un grand soulagement. Il est là au village, au cimetière du village. Avant de rechercher Messias et son demi-frère, les policiers souhaitent recueillir un maximum de détails auprès de Claudio. L'enjeu est de taille. Ils soupçonnaient une femme, ils ont maintenant 3 suspects. Mais qui a fait quoi? Denise trempe-t-elle réellement dans ce meurtre ou cherche-t-elle depuis le début à couvrir ses frères? Claudio raconte tout ce qu'il sait aux policiers, ce secret qu'il gardait pour ne pas trahir Messias. C'était mon ami d'enfance. On a toujours grandi ensemble. Ce n'était pas quelqu'un de mauvais. Il regrettait son geste. C'est sa sœur qui l'a poussé à faire ça. Messias m'a expliqué que Denise lui avait dit que cet homme la maltraitait. Il la battait. Et que si elle rentrait avec lui, il allait la tuer.
Denise n'en pouvait plus. Elle a demandé l'aide de son frère pour s'en débarrasser. Denise était sa seule sœur. Messias l'aimait beaucoup. Il faisait tout ce qu'elle lui demandait. Ce soir-là, lui a raconté Messias, Denise a mis un produit dans le verre de Sébastien. Ensuite, ils l'ont emmené dans la clairière. Il était inconscient. C'est Denise qui conduisait. Je lui ai demandé, tu l'as transporté déjà mort? Il m'a dit non. Quand on l'a emmené en voiture, Sébastien était simplement drogué. Messias et Almir ont creusé un trou. Denise les éclairait avec les phares. Quand ils sont allés chercher Sébastien pour le mettre dans ce trou, il a réagi. Il s'est débattu, il a essayé de s'échapper et ils lui ont donné un coup de pelle sur la tête. Il s'est évanoui et ils l'ont jeté dans le trou. Selon Claudio, Denise aurait promis 2000 € à son frère. Le soir même, les policiers placent Messias en garde à vue. Il nie tout, jusqu'à ce que les policiers lui mettent les photos du corps sous le nez. Il ne voulait pas accuser sa sœur, mais il s'est trouvé sans autre alternative quand il a vu les photos. Et nous lui avons dit que nous savions déjà que Denise était la commanditaire. Messias s'effondre. Messias confirme partiellement ce qui nous a été dit par Claudio, à savoir que c'est effectivement Denis Soares qui a voulu la mort de Sébastien Brun, qui a procédé à son empoisonnement. Lui va indiquer avoir vu arriver Denis Soares au volant de son véhicule de location le soir du 17 août 2004 dans le village de Caboussou. Sébastien était sur la banquette arrière, déjà inconscient, et Denise a demandé à Messias de l'aider. Ils sont allés jusqu'à la clairière. Et là, quand il a pris le corps de Sébastien, Sébastien était déjà un peu froid. Messias pense donc qu'il était en fait déjà mort à ce moment-là. Messias a essayé de se dédouaner par rapport à cette mort. Selon lui, il n'a fait qu'aider sa sœur à cacher le corps. Et surtout, il n'a jamais frappé Sébastien. Certes, il lui a donné un coup de pelle, mais sans faire exprès, pendant qu'il creusait. C'est pour cela qu'on a retrouvé un trou dans le crâne. En revanche, dit-il, sa sœur avait bien prémédité le crime. Denis Soares, 3 jours auparavant, lors d'un précédent séjour dans le village de Caboussou, lui avait déjà indiqué qu'elle allait lui proposer un travail et qu'il allait pouvoir gagner de l'argent en l'aidant. Messias indique qu'à ce moment-là, Denis Soares ne lui a pas dit précisément quelle était la nature de ce travail. L'interrogatoire de Messias se termine en pleine nuit. En France, le jour est en train de se lever. Denis Soares est interpellée et conduite devant le juge d'instruction de permanence. Cette fois, elle est mise en examen pour assassinat. Dominique, le corps de Sébastien Brun a été rapatrié en France. Il a été autopsié. Oui, alors on précise que le légiste va travailler sur un squelette puisque le corps a séjourné pendant 4 ans dans la terre. Donc observation, plusieurs fractures post-mortem, sans doute provoquées par l'érosion du terrain, par les mouvements du terrain qui auraient pu casser le squelette. Et puis il y a ce fameux trou derrière la tête de Sébastien Brun, donc de 2 cm sur 3. Les experts penchent pour, encore une fois, là, des lésions post-mortem, mais ils ne peuvent pas le garantir. En tout cas, l'objet qui a servi à faire cette blessure, à provoquer cette blessure, c'est un objet contondant, c'est un objet tranchant, et on pense qu'il peut s'agir de la pelle qui aurait servi à ensevelir le corps. L'autopsie ne peut donc pas dire comment
Sébastien Brun est mort. Il y a eu des expertises toxicologiques. Est-ce qu'elles sont plus claires? L'expert toxicologique va analyser 7 prélèvements, 6 dents et un fémur de Sébastien Brun. Et à chaque fois, l'expert va trouver une concentration massive de cyanure correspondante à une exposition mortelle. Il peut venir d'où, ce cyanure? Alors, il y a plusieurs hypothèses. Il y a l'hypothèse de l'empoisonnement. On aurait administré du cyanure à Sébastien Brun de son vivant et il aurait été empoisonné. Il y a une autre hypothèse qui peut être la contamination de son corps par le terrain dans lequel il était enfoui. Ça peut arriver. Alors, la juge va vérifier ça. Consciencieusement, on va demander aux policiers de la PJ de Grenoble, assistés de la police brésilienne, de retourner sur place, à l'endroit où était enterré le corps, et dans la cavité où se trouvait le corps de Sébastien Brun, on va prélever dans 2 endroits différents du sable qui va être analysé dans un laboratoire. Et dans ce sable, eh bien, on ne trouve pas de traces de cyanure. Donc on revient à la version de l'empoisonnement. Mais est-ce qu'on en trouve facilement du cyanure au Brésil? Alors ça, c'est la question intéressante. Les policiers de Grenoble vont même l'écrire dans leur rapport. Oui, on trouve du cyanure au Brésil. J'ai envie de dire qu'on en trouve partout, et on en trouve partout en quantité importante. Pourquoi? Parce que ce cyanure, on le trouve dans une racine qui est consommée au Brésil et qui est l'aliment de base des Brésiliens, c'est le manioc amer. Et en fait, le manioc amer contient du cyanure en grande quantité, en quantité dangereuse, voire mortelle. C'est-à-dire qu'avant de le consommer, il faut savoir le préparer, il faut le détoxifier. Et les policiers de Grenoble écrivent dans leur rapport: les Brésiliens nous ont affirmé que cette racine non préparée en vue de sa consommation pouvait tuer un cheval. Plus intéressant encore, à 200 mètres de la maison de la famille de Denise Soares, eh bien, il y a un immense champ de manioc. Madame Mas, que raconte Denise Soares quand votre collègue de permanence l'interroge après la découverte du corps? Elle apprend donc ce jour-là le décès de Sébastien Brun, elle apprend l'implication de son frère, mais elle n'est pour rien dans ces faits-là, elle n'est pas une meurtrière, elle se dit bouleversée par à la fois l'annonce du décès de Sébastien Brun et son implication par son frère. Vous l'interrogez à votre tour plusieurs mois plus tard. Est-elle toujours sur la même ligne? Elle dit, d'accord, mon frère dit qu'il est impliqué dans ces faits-là, c'est lui qui a commis ces faits-là, il les a commis parce qu'il est toxicomane, qu'il a besoin d'argent, mais ça ne correspond pas du tout à la personnalité de Messias que nous avons obtenue. Messias n'est pas dépeint comme un toxicomane qui aurait été dépendant de sa drogue au point de commettre un meurtre pour avoir de l'argent. Il s'entendait bien avec Sébastien Brun, il n'avait aucune raison de faire disparaître son beau-frère. Vous décidez de repartir au Brésil pour une 3e fois. Qu'espérez-vous dans cet ultime voyage? J'ai sollicité dans ma demande d'entraide pénale internationale un transport sur les lieux en présence de Messias Soares pour qu'il nous explique un petit peu la façon dont les choses se sont passées dans cette carrière. Et alors, Messias réitère ses aveux devant vous? Messias, à ce moment-là, non, ne réitère rien du tout, ne souhaite plus du tout collaborer à l'enquête. Il ne met pas vraiment en cause sa sœur. Il nous dit, concernant ma sœur, c'est à elle de vous dire ce qu'il en est. À ce moment-là, il sait que sa sœur conteste les faits. Il le sait, contrairement à ses déclarations. Et je pense que ça l'a beaucoup touché, au point qu'on apprend à ce moment-là qu'il a fait une tentative de suicide. Il va pas bien. Vous le mettez en examen, vous demandez son extradition? Non, le Brésil, comme la majorité des pays dans le monde, refuse l'extradition de ses propres nationaux. Et il sera donc jugé au Brésil pour son implication dans ces faits d'homicide volontaire de Sébastien Brun. Et Almir, le demi-frère de Denis Soares, vous avez réussi à mettre la main sur lui? Almir est introuvable. La police fédérale qui mène les opérations ne le trouve pas. A-t-il été prévenu de notre arrivée? A-t-il voulu fuir à ce moment-là? Je ne sais pas. En tout cas, on ne peut pas l'entendre. Il n'est pas là. Même si Denis Soares campe sur ses positions, on sait maintenant que Sébastien a été assassiné. Et par qui?
Mais il reste beaucoup de questions en suspens. Denise a-t-elle prémédité son crime? Comment a-t-elle pu imaginer que le poteau rose ne serait jamais découvert? Et pensait-elle vraiment qu'elle pourrait tenir face aux questions des uns et des autres? La juge d'instruction ordonne des expertises psychiatriques de cette femme à la personnalité hors du commun. Denise a grandi à Kaboussou, dans une famille pauvre de pêcheurs. Ses parents ont eu 9 enfants, mais 5 seulement ont survécu. Elle était leur seule fille. De son père, elle disait toujours qu'il était très dragueur, qu'il multipliait les conquêtes et qu'il aimait beaucoup boire. Quant à sa mère, elle disait que c'était quelqu'un de bien, de très calme. Elle restait à la maison pour s'occuper de ses fils. Le mensonge a toujours baigné la vie de Denise. Son père comptait une dizaine d'enfants adultérins dans le village, mais il fallait se taire, mentir, pour préserver la mère. Le mensonge est utilisé par la famille, est un outil évident et essentiel. Alors on sort de son enfance quand je me rappelle de cela, mais elle nous dit comment, quand elle est arrivée avec ses 2 enfants et Sébastien au Brésil, auprès de sa famille, sa mère lui a demandé de dire que Sébastien était le père de ses 2 enfants, de façon à ce que ça soit mieux perçu autour d'eux. Denise s'est construite avec un profond sentiment d'insécurité, matérielle et affective. À 9 ans, elle a été confiée à une famille plus riche qui lui a payé l'école en échange de travaux ménagers. Elle ne voyait plus ni ses parents ni ses frères. C'est manifestement une première rupture qui la marque beaucoup. Elle est jeune et c'est évident qu'elle est très attachée à ses parents, à sa mère en tout cas. Elle a des frères et c'est forcément dans l'esprit d'un jeune enfant une rupture. À la fois, elle présente ça comme un peu une chance pour elle, puisqu'elle pouvait apprendre à lire, et pourtant on comprend bien que c'est une grande souffrance, même si elle ne le dit pas comme ça. On peut être persuadé d'un sentiment d'abandon. Denise vivait aussi très mal son statut de bonne, alors qu'une enfant de son âge se faisait servir dans la maison. Peut-être qu'on peut imaginer qu'elle a aussi fondé son désir d'ascension sociale au sein même de cette famille, à cette période-là, puisque elle parle de cette petite fille avec un peu d'envie. À 20 ans, Denise a rencontré un coopérant français à Salvador. Elle l'a suivi à Grenoble et l'a épousé dans l'espoir d'une vie meilleure. C'est avec lui qu'elle a eu une petite fille. Elle a toujours cru que sa vie allait s'arranger. Le rêve de Denise, comme beaucoup de Brésiliennes, c'était de faire sa vie en Europe pour améliorer son sort et aider sa famille. Les experts qui ont examiné Denise n'ont détecté aucune maladie mentale. Mais elle souffre d'une peur maladive de l'abandon. Quand on la quitte, elle se sent abandonnée. Ce qui fait surgir des angoisses trop importantes, trop violentes, des angoisses de vide. Ça lui est insupportable. Dans ces moments-là, Denise serait capable de tout. Dominique, Denise Soares est examinée par un médecin psychiatre. Et qu'est-ce qu'il décèle chez elle? Alors, il va dire ce qu'on sait déjà, qu'elle a une peur panique d'être abandonnée, d'être quittée. Mais surtout, ce psy va, chez cette femme qu'il décrit comme une femme d'intelligence moyenne, dire qu'elle ne prévoit rien à long terme, que c'est quelqu'un qui ne planifie pas. Exemple, quand le psychiatre lui demande « Mais Madame Soares, qu'alliez-vous dire à votre petit garçon sur les circonstances de la mort de son père? Qu'est-ce que vous aviez l'intention de lui dire ?» Eh bien là, elle reste bouche bée. En fait, elle n'y a pas pensé. Elle n'a même pas réfléchi à une explication qu'elle allait donner à son fils. En fait, elle ne fait que réagir aux situations. Alors c'est exactement ça, c'est quelqu'un qui adapte son discours à chaque situation, à chaque fois. Et par conséquent, elle ment, elle empile les mensonges. La défense de Denise Soares, c'est un millefeuille de mensonges. Joël Vernet, Denise Soares est renvoyée devant la cour d'assises pour assassinat. Et vous criez à l'erreur judiciaire.
Non, je ne crie pas l'erreur judiciaire puisqu'elle n'est pas encore jugée, qu'elle est présumée innocente. Je dis simplement qu'il n'y a pas d'éléments suffisants pour la renvoyer devant la cour d'assises et surtout pour la déclarer coupable. Vous remettez en cause la thèse de l'empoisonnement par le cyanure? Ah ben bien sûr. L'autopsie faite par les Brésiliens conclut que Sébastien est mort d'un coup d'objet contondant dans le crâne. Il a effectivement un gros trou carré qui peut correspondre à une pioche ou à un coup de pelle. Et l'empoisonnement au cyanure alors? Ah mais pour les Brésiliens, il n'y a pas d'empoisonnement au cyanure. L'expert brésilien dit que ça ne tient absolument pas, que ce n'est pas... On a pourtant retrouvé du cyanure dans les os de Sébastien. On a retrouvé dans les os de Sébastien et dans les dents du cyanure, mais le rapport de l'expert brésilien est extrêmement intéressant parce que il y a beaucoup de manioc et dans le manioc il y a du cyanure au Brésil et lui connaît le cheminement du cyanure dans la terre et lui indique que ce n'est pas du tout du cyanure qui a été donné avant la mort. C'est post-mortem, c'est-à-dire que le cyanure a pénétré par les eaux de pluie, le sol. Il y a un champ de manioc qui est d'ailleurs juste à côté de là où on a retrouvé le squelette. Voilà, pour l'expert brésilien, ça ne tient pas. Vous dénoncez aussi une procédure extrêmement longue. Oui, 5 ans et demi de détention provisoire, 6 ans et demi d'instruction, évidemment c'est très long. La juge d'instruction et le policier sont allés 3 fois au Brésil, 8 jours ou 15 jours. La défense n'a jamais été conviée. J'interviens toujours pour Denise Soares au titre de l'aide judiciaire. Ça signifie sans moyens. Elle est tout à fait isolée. Sébastien a beaucoup de soutien à Grenoble. On dit que c'est un honnête commerçant connu de tout le monde sur la place de Grenoble. Il avait beaucoup de soutien, elle était toute seule. Sa mère habite au Brésil, son frère est devenu fou et à mon avis est responsable pour beaucoup de la mort de Sébastien et l'auteur principal. Donc elle est toute seule. Et c'est difficile de défendre quelqu'un qui ment comme ça? Oui, bien sûr que c'est difficile, mais cette femme a quelque chose de touchant dans la manière dont elle s'invente des histoires qui ne sont pas. Je la crois tout à fait capable d'avoir protégé son frère pendant toutes ces années, puis de l'avoir lâché quand elle a vu que lui renvoyait la balle. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est absolument incapable d'avoir donné un coup de bêche dans le crâne de Sébastien et l'avoir tué. Or, au Brésil, Sébastien est mort de cela. Et ça ne peut être que son frère. Alors, quel serait son rôle à elle? Que comptez-vous plaider? Je compte évidemment plaider l'acquittement. J'espère à ce moment-là que la cour d'assises va permettre d'apporter des réponses à des questions que légitimement se pose la famille, mais aussi nous, au sein de la défense. Sébastien est mort où? Quand? Et comment est-il mort? Le procès s'ouvre à Grenoble le 2 février 2012, près de 8 ans après la disparition de Sébastien Brun. Il doit durer 1 semaine. Il capote au bout de 2 jours. Dans le box des accusés, la Brésilienne de 43 ans paraît très marquée par ses 4 années de détention provisoire. On a vu arriver une femme amaigrie, les cheveux tirés, les traits tirés, qui faisait beaucoup moins femme fatale que l'image qu'on pouvait en avoir. Le souvenir que je garde, c'est cette espèce de masque de souffrance, de sérieux qu'elle avait en permanence. Ce débit très lent, très saccadé, avec son accent brésilien, évidemment, qu'elle n'a pas perdu. Denise Soares a choisi 4 avocats pour sa défense, dont le ténor du barreau grenoblois, Maître Ripper. Et très vite, les débats s'enveniment entre lui et le président de la cour d'assises. L'antagonisme est ancien entre les 2 hommes. L'avocat fait tout pour déstabiliser le cours du procès. Le président conçoit son rôle comme étant celui du premier des accusateurs. Il joue le rôle du ministère public, alors que le président doit être impartial et neutre, qu'il ne doit pas manifester son opinion. Et vous comprenez bien que quand vous devez défendre quelqu'un qui proclame son innocence et que tout le monde a déjà condamné, cela crée obligatoirement une certaine tension. L'avocat multiplie les interruptions de séance. Le retard s'accumule. Au bout de 2 jours, le président arrête tout
il estime que la sérénité des débats n'est plus garantie. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu un tel clash aboutir au fait que le président décide de renvoyer le procès. Pour les parents de Sébastien, c'est le choc. Ils craignent que Denise ne soit remise en liberté avant son prochain procès. Si ça devait arriver, elle part et on ne la retrouve plus. Là, ce sera fini. Elle l'a déjà fait. Ça fait 8 ans qu'on attend ça. Ça fait 4 ans qu'on a retrouvé le corps de notre fils. Pour nous, partie civile, nous attendons un procès. Mais Denise Soares n'obtient pas sa libération. 9 mois plus tard, elle comparaît à nouveau détenue. Cette fois-ci, la justice a prévu plus large, 13 jours d'audience. La stratégie de l'accusée surprend. Elle se dit toujours innocente. Elle a même une nouvelle version. En octobre 2004, Messias lui aurait appris qu'il avait tué Sébastien et elle ne pouvait pas dénoncer son frère. L'avocat général Cuny lui a posé la question, je pense que tout le monde se posait, pourquoi est-ce qu'on doit vous croire maintenant ? Ses avocats insistent sur l'absence de preuves matérielles. Le toxicologue brésilien qui témoigne à la barre remet en cause l'expertise française. Il explique que le cyanure peut aussi provenir du sol de la clairière. Les avocats de la défense plaident donc l'acquittement au bénéfice du doute. Personne n'est en mesure de répondre précisément aux questions essentielles. Où a eu lieu ce crime, quand a eu lieu ce crime, comment a eu lieu ce crime, et peut-être sans doute pourquoi ce crime. Mais Denise Soares passe mal. Sa personnalité manipulatrice transparaît vite. Parfois, on pouvait se retrouver perdu entre les déclarations qu'elle avait pu faire au début du procès, celles qu'elle pouvait faire en cours d'audience, et qui n'étaient pas les mêmes. On voit apparaître une femme qui est quand même dans ce qu'elle veut faire paraître, c'est-à-dire qu'elle est malade, qu'elle est affectée, qu'elle est fragile. Et quand on l'interroge et qu'on la prend un peu de front, elle est directive, elle peut être même désagréable avec les témoins. Moi, à un moment, je fais une petite erreur de prénom. Elle se lève avec arrogance et elle me dit « Dis donc, maintenant, vous avez pris trop de Lexomil ?» On voit la Denise autoritaire, donneuse de leçons qui apparaît. Au terme des débats, l'avocat général requiert 15 ans de réclusion criminelle. Un réquisitoire qui prend en compte l'aspect passionnel du crime, même si les avocats de l'accusé n'ont pas joué cette carte. Après 4 heures de délibéré, les jurés rendent leur verdict. Coupable. Denise Soares est condamnée à 17 ans de prison, 2 ans de plus que les réquisitions. Sans doute, on a voulu, en allant au-delà des réquisitions, sanctionner Denise Soares et sans doute aussi sa stratégie de défense et son attitude à l'audience. 17 ans de prison. L'accusé, le regard dans le vide, est sonné. Les parents de Sébastien ont fondu en larmes. J'ai pas envie de parler, merci. Pour nous, Sébastien ne reviendra plus jamais. Elle a tué aussi quand même le père de son fils. Comment elle expliquera ça? Je ne sais pas. Comment elle pourra l'expliquer? Comment elle pourra vivre avec ça? Denise Soares n'a pas fait appel. Au moment de son procès, elle avait déjà passé plus de 5 ans en détention provisoire. Elle pouvait espérer une libération conditionnelle 3 ans après le verdict, c'est-à-dire à la moitié de sa peine.